Là, on vit une période assez particulière, disons, dans notre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vécu Ebola, vous avez peut-être vécu d'autres crises et peut-être même des vraies guerres. Et donc là, on est en train de vivre une situation dans laquelle on a besoin de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on parle, qu'est-ce qu'on dit. Vous êtes peut-être passé par plein d'états différents de rester quoi devant l'information de confinement. D'ailleurs, je crois que pour certains, on l'a vécu ensemble. À Chicago, je me souviens, on était tous autour de la petite table là dans la cuisine, dans la salle de pause. Des moments de colère, bref, on est passé par plein d'étapes différentes, sachant qu'en fait, il y a deux grandes phases. Il y a la phase dans laquelle on est en ce moment, la phase un peu de crise, et puis il va y avoir la reprise. Donc la crise d'un côté, la reprise de l'autre. Et qu'est-ce qu'on va dire aux gens, qu'est-ce qu'on dit aux gens dans cette phase de crise, et qu'est-ce qu'on dit aux personnes dans cette phase de reprise. Sachant qu'il y a quelque chose qui émerge un petit peu dans ces sujets-là, c'est en quoi je suis utile en tant que personne. Il y a beaucoup de personnes se posent ces questions-là, dans mon métier, dans ma famille, dans mon environnement, etc. Qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit durable? Là, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour du développement durable, de tout ce qui se passe, sachant que chacun y voit de son point de vue ce qui est en train de se passer. Les écolos disent c'est la nature qui nous envoie un signal. Les socialos disent c'est l'organisation qui se passe comme ça et c'est parce qu'on l'a mal préparé que ça merdouille. Les paranos, ils voient plein de soucis et plein de crises à venir. Les collapsologues se disent vous voyez, on vous avait bien dit. Mais au final, peu de gens changent sur leur point de vue qu'ils avaient au démarrage. Il n'y a pas énormément de changements. On parle beaucoup de solidarité qui se mettent en place. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des solidarités qui étaient en place qui ne peuvent plus se mettre en œuvre, et d'autres qui n'étaient pas présentes et qui se mettent en œuvre. Mais la plupart du temps, on ne peut pas dire tout le temps, mais c'est souvent les mêmes héros du quotidien qui étaient déjà engagés dans des solidarités locales, de quartier et un peu plus loin, qui continuent de se mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas énormément de changements, pour l'instant en tout cas, entre ce qui est dit dans les médias et même Julien, même Solveig, je ne sais pas si Solveig est arrivé, ou Bérangère, je crois qu'elle n'arriverait peut-être pas. En tout cas, c'est compliqué, tout le monde est perturbé dans cette période-là, et même nos médias aujourd'hui se disent qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Donc, deux grandes phases. Voilà, comment on va dans la première phase rassurer, être présent, protecteur, faciliter l'accès à l'information. Ce qui va être compliqué dans cette phase-là, la première phase de crise, c'est de commencer à dire tout de suite, et peut-être que certains d'entre vous ont ce rapport individuel à l'action assez rapide, qui est, il y a un problème, je me mets en action directement, go, on va trouver des solutions et ça va aller. Si on envoie tout de suite ce message-là, il n'est pas forcément entendu. Inversement, passer son temps à critiquer toutes les politiques, critiquer tout ce qui se passe, etc., ça ne va pas non plus forcément être entendu. Donc, une des premières étapes va être de rassurer, d'être protecteur et en même temps de faciliter l'accès à l'information, à savoir qu'est-ce que vos boîtes vivent réellement. Alors, sans doute que dans vos diverses structures, alors entre celles qui ont des immenses structures et puis les personnes qui ont des plus petites structures, là, vous voyez, vous vous organisez, mais ça veut dire qu'il faut communiquer sur nos difficultés. Et comment on s'est organisé. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça, bien que ce ne soit pas hyper optimiste, mais tout simplement parce qu'après, on va communiquer sur la résolution des difficultés. Et là, il va falloir qu'on soit bien en phase avec nos clients. Je vous parlais de la phase 1 de la crise, la phase 2 de la reprise, et j'aimais bien mon super petit jeu de mots d'être en phase avec nos clients. Pourquoi ? Tout simplement,
si on communique alors qu'on communique sur quelque chose qui n'est pas dans la bonne phase, on va tout simplement pas être entendu, voire générer l'effet inverse, générer de l'agacement, ou alors simplement que ce ne soit pas du tout audible. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette première étape? La plupart du temps, il va falloir se réinterroger sur mes clients, qu'est-ce qu'ils vivent, alors mes clients ou dans le public, mes bénéficiaires, mes parties prenantes. Pour ceux qui sont dans les universités, mes étudiants, mes collègues, même la hiérarchie de l'université, les entreprises qui prennent les stagiaires, bref, toutes les parties prenantes, sachant que moi je n'utilise plus trop le terme aujourd'hui de parties prenantes, mais plutôt de parties constituantes, c'est-à-dire ceux qui constituent vraiment l'alentour des personnes avec qui on communique et qui sont réellement actives. C'est un cercle un peu plus petit que les parties prenantes, mais dans lequel on a de réelles interactions. Voilà, donc ces bénéficiaires ou ces parties constituantes, qui elles sont? Est-ce que normalement vos services com, etc., ou vous-même vous les avez identifiés, mais ça peut être vos collègues, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'elles vivent et qu'est-ce qu'elles vont attendre de ce qu'elles sont en train de vivre? Est-ce qu'elles ont pu s'exprimer? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elles vivaient vraiment? Les partenaires, donc ceux qui sont descendants pour vous, c'est-à-dire soit les étudiants, soit les clients, et on a des partenaires de l'autre côté qui sont ceux dont l'information est plutôt montante. À partir de là, qu'est-ce que les personnes ont vécu au final? Est-ce que vous êtes capable de toucher du doigt? Et surtout, ce qui se passera à l'avenir et ce qui va se passer au mois de juin, juillet, août, septembre, etc. Il y a plein de choses dont on ne peut pas spéculer. On avait des études marketing dans chacun de nos domaines qui étaient assez précises. On avait des études qui nous permettaient de dire jusqu'à présent, il faut communiquer avec tel mot pour, par exemple, être référencé sur les sites internet, pour bien passer le message qui est en cours dans la lettre d'information, pour rassurer et les collègues et les supérieurs. Là, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de mots qu'on ne peut plus utiliser. La question de la rencontre. Rencontrons-nous, ce qui est important c'est le partage, retrouvons-nous, donnons-nous la main. Et, oui, mais non. Donc je ne sais pas si dans vos boîtes certains ont dû faire sauter des pubs qui étaient en cours, voire même sur les plaquettes, les flyers, les sites internet qui existent, etc. Si vous passez un petit peu de temps à regarder vos outils, et on voit quoi dessus aujourd'hui? On voit quoi et on dit quoi avec quels mots? Et pendant un moment, qui va être de maintenant jusqu'à peut-être 1 an, peut-être 2 ans, ça dépend. Est-ce que le virus va revenir l'hiver prochain et puis il va falloir repartir sur une phase un peu de précaution particulière? Mais dans tous les cas, il y a un certain nombre de mots qui ne vont plus être entendables. On ne va plus pouvoir les utiliser. Or, toutes nos stratégies sémantiques, nos stratégies de discours, tout ce qu'on disait était lié à ça. Donc, peut-être qu'il va vous falloir essayer de regarder vos discours, vos outils de com que vous aviez jusqu'à présent, et de les regarder et de vous dire, OK, qu'est-ce qui est en phase avec la période et qu'est-ce qui ne l'est plus et qu'est-ce que je vais devoir changer. Donc ça, c'est, je veux dire, quelque chose d'assez pragmatique. Hein. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par la structure de communication qui vous accompagne habituellement. Nous, on l'a fait pour un certain nombre de clients, ça va très vite. On regarde leurs outils, on fait un audit. D'ailleurs, c'est plus simple quand on n'est pas dedans, puisque finalement, on est un peu détaché du système. Donc, c'est cette première partie qui va être d'écouter et de voir nos outils, de quoi on parle et comment on parle, et est-ce que c'est en phase avec ce qu'ils vivent? Et pour ça, est-ce qu'on peut les questionner? Alors, dans le groupe, on a plein de spécialistes du questionnement et du sondage et d'aller faire des interviews, etc. Donc, vous pourriez demander à droite, à gauche pour aller faire ces études-là. Mais en fait, il va falloir faire presque
refaire presque toutes les études qu'il y avait de communication jusqu'à présent. Ce qui est assez sympa d'ailleurs, ça va donner une cacophonie assez originale, et on va pouvoir réinnover, réinventer, et même pendant un moment, avant que tout s'homogénéise et qu'on retrouve un peu les mêmes mots qui vont ressortir, mais là on va passer par une phase où ça va être les premiers qui vont arriver sur qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Quand on va faire ce travail-là, on va essayer en termes de com. Alors, au passage, je vais vous donner des outils de com. Alors, soit vous les connaissez très très bien et puis vous le mettez de côté, soit ce sera une découverte pour vous. Mais souvent, on parle de segments clients. Et là, on va parler de persona. Donc, le segment client, c'est plutôt un groupe type, puis on le nomme, les CSP+, les générations Y, etc. Un persona, c'est plutôt le fait de, dans un segment client, mais qui peut être plus précis, on va dire, tiens, ce segment client, on va lui donner un prénom. Tiens, ça va être Nicolas. Nicolas, d'ailleurs, pourquoi on dit Nicolas? Parce que ce groupe-là à qui on veut communiquer, ils ont entre 35 et 45 ans, et puis on va leur inventer une fiche, carrément, qui sont... comment ils vivent, quels loisirs, voilà, on va utiliser ce petit système des personas. Vous pourrez aller voir sur Internet comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc, on fait une fiche et on en fait autant qu'on a de personas. Mes collègues, la hiérarchie, mes clients, mes bénéficiaires, mes partenaires, les gens avec qui je travaille, etc. Les conjoints. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire de stratégie de communication avec les conjoints, on va se planter. Et donc, les personas, il va falloir les revoir. En tout cas, si vous en aviez, est-ce qu'ils sont toujours OK et est-ce qu'ils communiquent, est-ce qu'ils ont toujours les mêmes attentes de communication? Si oui, tant mieux, on continue. Sinon, il faut revoir les personas, voire même revoir ce qu'il y a au-dessus des personas, c'est ma structure, quel est son positionnement? À quoi elle sert ma structure, en fait? C'est quoi mon métier? Alors mon métier de la structure en général, qu'est-ce qu'elle propose au monde? Et est-ce que mon positionnement, c'est-à-dire ce que je fais et comment je le fais, est-ce qu'il est toujours adapté aux attentes de mes clients, de mes bénéficiaires, de mes partenaires? Est-ce que ce que je disais jusqu'à présent, est-ce que c'est toujours OK? Mais pour ça, vraiment, je déconne pas avec le fait qu'il faut vraiment aller demander aux gens. Et jusqu'en juillet, je dirais, mais c'est un peu une date au pif, pas de questionnaire envoi massif. Là, il va falloir passer par un questionnaire, par l'appel. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Rien que d'aller faire des appels qualitatifs auprès de votre entourage, de comment ça fonctionne, etc., vous allez réussir à choper des mots. Même si les gens sont en colère, qu'ils n'ont pas envie de discuter, c'est une information super importante. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre. Par exemple, confinement jusqu'au 11 mai. Non, moi, je n'avais pas envie d'entendre ça. Voilà. Après, je comprends. Hein, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas épidémiologiste, donc là, je me réfère à ceux qui savent. Et après, je fais avec ce que j'ai et ce que j'ai à vivre. Comment faire pour faire avec ce qu'on a, alors qu'avant, on fonctionnait avec des stratégies? Là, on va utiliser un outil qui s'appelle l'effectuation. L'effectuation, c'est quelque chose qui a été mis au jour par Saras Sarasvati, qui est une chercheuse indienne. En France, c'est Philippe Zilberzan qui l'a bien traduit. Et puis, il a une page de blog qui explique très très bien avec les 5 grands principes de l'effectuation, qui est normalement, pour piloter, on doit tout prévoir. Or, si vous regardez votre situation aujourd'hui, qui vous êtes en tant qu'individu, là, votre place, ce que vous occupez là à un moment T, est-ce que vous aviez tout prévu pour arriver à la place? Est-ce que déjà, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous avez identifié que vous arriveriez
à cette place-là? À part quelques grands malades, mais sinon, normalement, la réponse est non. Vous n'aviez pas, c'était pas prévu que vous arriviez ici. Or, si vous regardez en arrière, vous êtes capable de dire très précisément tous les nœuds, à quel moment vous avez pris des décisions qui fait que vous êtes arrivé là. Donc, quand on est en phase d'incertitude, l'effectuation nous aide à voir que on peut avancer avec ce que j'ai, plutôt en mode oui et en plus que oui mais. Pour ceux qui étaient à Chicago, ça résonnera. Et de se dire qui je connais, qu'est-ce que j'ai, quelles ressources j'ai, et finalement, je ne suis pas obligé de prévoir pour piloter. Rien qu'avec les 5 grands principes de l'effectuation, ça aide à se soulager et à se dire mais en fait, je ne suis pas obligé de tout prévoir maintenant. Je peux laisser venir les choses, je peux laisser organiser et faire en mode assez light et surtout faire en me disant les décisions que je vais prendre maintenant ne sont peut-être pas les bonnes. Sauf que je les ai prises maintenant et qu'elles sont parfaitement acceptables au vu des informations que j'avais maintenant. Et si on est à l'aise, si on est OK avec ça, alors on va pouvoir commencer à communiquer de manière beaucoup plus simple. Revoir donc ces personas, revoir éventuellement son positionnement qu'on avait et ce qu'on disait jusqu'à présent, est-ce que c'est toujours OK ou pas OK, pour ensuite retrouver tout un champ sémantique, des mots qu'on va mettre dessus pour savoir comment je peux communiquer. Alors, avant de pouvoir faire tout ça, vous pouvez vous dire, mais ça va mettre du temps, tout ça. Oui, mais là, tout de suite, c'est pas le job. Là, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est dire quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez, où est-ce qu'on en est, comment vous êtes organisé pour rassurer. Toutes les stratégies de com qui vont servir pour la suite au moment de la reprise, bien sûr, vous pouvez commencer à les travailler maintenant. D'ailleurs, je vous invite à commencer à les travailler maintenant si vous sortez un peu d'une phase de colère, mais elles seront à mettre en œuvre que d'ici un mois ou 2 seulement. Et pour ça, je vous avais dit un petit peu là en rigolant dans mon mail que je voulais vous proposer 3 courbes. Alors, je vais essayer de faire le partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran là ou moi? Non. Alors, partager. Ouais, ça arrive. Ça commence. C'est bon. Est-ce que vous voyez les 5 phases du coronavirus? Ouais. Ouais. Ok. Donc, il y a cette courbe-là que vous connaissez. Enfin, je pense, je me demande même s'il n'est pas passé un moment sur le fil WhatsApp, cette partie-là, avec ces 5 grandes phases. Donc, je ne vais pas passer trop de temps, mais sur la partie verticale, c'est le nombre de cas de coronavirus qui augmente, et puis sur la partie horizontale, c'est le temps qui passe. Est-ce Voilà. que tu peux nous lire juste la légende en bas? Parce que moi, sur mon écran, je vois le dessin, mais je ne vois pas la légende, je ne vois pas le nom des 5 phases. Alors, la phase 1, c'est survie. La phase 1, là, qui est ici, c'est la survie. Ensuite, on a la phase 2, sécurité. Donc, la survie, c'est la plus compliquée, c'est la phase d'adaptation à ce nouveau mode de vie. Là. Ça a été mis à jour par Sina Farzaneh, qui était en Inde et puis qui a un peu produit cette ressource-là qui peut, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est un mode de représentation qui peut nous aider. Ensuite, on a la phase de sécurité, là c'est la partie où on s'habitue et un peu plus progressivement au mode de vie. On baisse nos défenses, on range les placards, on commence à accepter le temps long. Alors, je vais essayer de voir si je peux... C'est Seb là qui est au téléphone?
que j'entendais. Et donc, la phase d'appartenance qui est, là, les choses deviennent plus intéressantes. Il y a une sorte de... Donc, c'est une des phases les plus hautes, là, celle qui continue de monter, mais qui est presque la plus grande. Là, la normalité commence à s'installer. Alors, est-ce qu'on est dans cette phase-là? À la limite, individuellement, on n'est pas forcément tous dans la même phase. Même d'ailleurs, dans les pays, dans le monde, on n'en est pas forcément au même endroit. Mais globalement, en France, on se suit à peu près. Il y a une nouvelle normalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? C'est la quarantaine. On apprend enfin à gérer son temps. Il y en a certains qui sont confinés, d'autres pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la phase 4, qui est la phase d'importance. C'est moins un sujet de priorité que de ressources, parce que pour le moment, il n'a pas encore ses ressources. Donc, c'est sûr qu'il va être embêté pour te répondre. Je vais essayer de... Pour le coup, on peut voir avec Hervé pour bosser pour le sujet. Et notamment, il y a Marc qui parle là. Travail. Marc, tu peux fermer ton micro? Marc, tu peux fermer ton micro? Je n'entends pas. On pourra sûrement capitaliser. Et il ne nous regarde pas. Un message. Hop, et voilà, je viens de lui couper la chic. Ah, ok. Excusez-moi, du coup, je rebascule dans l'autre mode. Plus simple, j'étais en train d'écouter sa conversation alors que ça ne me regarde pas du tout. Je croyais qu'il nous parlait, moi. Au début, je me demandais. Bon, la phase donc d'appartenance, ensuite la phase d'importance. Donc après avoir traversé toutes les phases précédentes, là, pas mal de changements. Là, on commence potentiellement à accepter la transformation, ce qui a de potentiel, et puis vers quoi D'ailleurs, il y a peut-être des phases des dates de fin de confinement. Ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de là? Et de se poser qu'est-ce qu'on veut faire pour après, comment ça va s'organiser, c'est plus facile. Et puis la dernière, qui est la phase 5, la phase d'auto-actualisation. Donc là, il y a pratiquement plus de panique, tout est organisé. La vie commence à reprendre un peu, ce sera peut-être sur la fin de l'actualisation, ce sera juste après le confinement, hein, finalement. Il peut encore y avoir une pandémie qui reprenne, mais on va essayer de s'organiser. Mais vous comprenez rapidement comment fonctionne cette courbe. Donc, je pourrais aller la voir rapidement il y a plein de petites explications. Vous tapez les 5 phases du coronavirus et vous aurez tout. Mais en face de celle-ci, je veux utiliser une autre courbe qui est la courbe du changement ou la courbe du deuil qui a été mise en avant par Elisabeth Kubler-Ross, qui était un psychiatre. Alors, elle l'a mis dans la phase du deuil, c'est-à-dire que quand elle a fait son analyse à l'époque, c'était surtout pour voir comment ça se passait dans le cadre d'un deuil de personnes qui sont autour de nous. Or là, alors peut-être que malheureusement pour certains d'entre nous, il y a effectivement eu des deuils, mais cette courbe a beaucoup été réutilisée après dans la sociologie des organisations parce que c'est toujours pratique de mettre des représentations. Donc, encore une fois, ce n'est pas la vraie vérité, mais c'est une représentation. Et quand on présente une représentation, on peut se dire « ça ne me parle pas ». J'en fais rien parce que ça ne me parle pas, ou alors ça me parle complètement, j'adhère, ou alors ça me parle mais j'aimerais bien la modifier. Tout est possible. En tout cas, moi, quand j'ai revu ces courbes, celle-ci m'a bien parlé, c'est-à-dire de passer par une phase de normalité, puis de colère et de tristesse, avant de repartir vers quelque chose qui est plus de l'ordre du réengagement. Donc là, je viens de dessiner. Vous voyez mon petit dessin ou pas? Oui, très bien. C'est un talent incroyable. Donc, on a le calme au démarrage, puis on a une partie plutôt colère sur la partie qui monte là, avec parfois même du déni. Souvent, on est dans la peur dans ces éléments-là. Donc, pendant cette période-là, il vaut mieux, si possible, informer. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a une fébrilité émotionnelle qui est assez forte avant de tomber dans une partie qui est vraiment de la tristesse. Alors moi, je les ai vécus pleine balle, ces trucs-là, sur les 2 premières semaines. La privation de liberté, je ne pensais pas que ça me toucherait autant. Donc, il y a cette phase-là.
et il faut les vivre. Et si on cherche à aller trop vite parfois, finalement on boucle en fait. Voire même on a l'impression qu'on les a passés, mais on est juste en train de boucler entre colère et déni au démarrage. Et voilà, on n'est pas encore passé par cette phase d'acceptation là, même si après il y a encore plein de petites vagues avec des mini-cycles de ça va bien, et puis ça va plus bien, puis ça fait plaisir, puis ça repart. Enfin voilà, chacun un peu doit vivre comme il peut ces éléments. Et donc, avant de repasser par une phase qui nous mènera jusqu'au réengagement, de se dire, ça y est, je suis capable de me remettre en route, de retrouver un peu de joie qui irait plus loin et de redémarrer. Donc, on a ces deux éléments. Donc, les personnes qui sont en face de nous, nos personas, il y a de fortes chances qu'elles vivent quelque chose qui va ressembler à ça. Et si vous envoyez du steak avec « soyons optimistes, c'est génial, c'est le changement, tout se transforme, regardez, c'est une super opportunité de… » ça va générer chez une partie de la population un très fort agacement, voire de la colère. Ils n'ont pas du tout envie, pas maintenant, pas envie d'entendre ça. C'est trop tôt. En revanche, ils ont besoin de savoir comment vous êtes organisé. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que les gens qui sont en panique devant vous, ils peuvent vous appeler? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? Jusqu'à quand? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des difficultés d'organisation? Oui, j'ai des difficultés d'organisation, mais on est en train de les rétablir. Donc après, dans la forme du message, là, vous pouvez utiliser plein de petits outils. Je me souviens, on en avait parlé avec certains à Hambourg dans le bateau, le fameux DESC, description, émotion, solution, conséquence. Je le mets là. À savoir, on commence dans l'article ou dans l'expression ou dans le discours à commencer par des faits. Ensuite, l'émotion. Donc, on met un petit délai à l'expression de l'émotion, mais on n'oublie pas de la nommer malgré tout. Et nous avons eu des difficultés là-dessus. Voilà. On a profondément été agacés par ce sujet-là. En revanche, donc là on arrive sur la solution. Solution, nous nous sommes mis en télétravail, on s'est organisé, certains restent ouverts, on est disponible de telle heure à telle heure. Et puis le C, c'est conséquences, même conséquences positives pour les deux parties. Donc la phrase pourrait être « et donc ça nous permet, nous, de pouvoir rester connectés à vous et vous d'avoir toutes les informations, on fera au mieux pour vous aider, et ainsi de suite. » Donc la formule DESC, qui est normalement utilisée en gestion de conflit ou en communication non violente, est plutôt adaptée dans cette période-là. D'ailleurs, ce système-là, vous pouvez l'utiliser, là pour le coup, avec vos conjoints et conjointes. Ça marche très très bien. Quand on a envie de rentrer dans la gueule de quelqu'un, utiliser cette petite méthode. Au début, tu peux redire le sens de ton acronyme, s'il te plaît, Aurélien, en DESC? Description. Oui. Émotion. Émotion. Solution. Quelle solution j'apporte? Et conséquences. Conséquences. Et si possible, positif pour les deux parties. Voilà, ça marche bien. Et en communication non violente, à la place de solution et conséquences, on dit c'est quoi ma demande? Voilà, ma demande ou mon intention. Donc il y a ces courbes-là. Et la troisième courbe dont je veux vous parler, qui est la courbe du storytelling, finalement, la courbe des contes de fées. Comment on parle, comment on raconte les histoires. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre une histoire avec son climax. Dans un film, c'est le moment où c'est le pire, où il y a tout qui est mis en place là, et puis tout d'un coup, il va se passer quelque chose avant la chute. Mais en fait, depuis la nuit des temps où quasiment le vocabulaire existe, presque toutes les histoires, hormis les road movies, sont travaillées de la même façon. À savoir, il y a une partie
il était une fois, la situation initiale, tout se passe bien. Ensuite, un jour, le dragon arrive, donc là je vais faire une courbe bleue, qui reprend exactement la même chose. Donc on a la situation initiale, on a le dragon, ou en tout cas la difficulté qui arrive. Et donc, étape après étape, on surmonte les difficultés, on essaye d'aller plus loin, etc. Et donc, on va avoir le chevalier blanc ou la chevalière blanche qui arrive et qui sauve le monde, pour enfin arriver au bout qui est ils étaient heureux et reprirent leur travail correctement. Enfin, vous connaissez la fin. En fait, cette phase-là, cette courbe-là du storytelling, elle coule pile exactement de la même façon, sauf qu'à la fin, eh bien, le héros, la personne, donc votre persona, votre client, votre bénéficiaire, vos étudiants, etc., ils vont être transformés par rapport à l'état initial. On va être complètement transformé. Et donc, on ne va pas pouvoir faire pareil. Donc, héros, transformé. Quand on travaille le storytelling, quand j'accompagne des clients sur leur rédaction de discours, ou alors toute leur stratégie de contenu, qu'il y a la manière dont ils discutent, et en fait, c'est de commencer en parlant de il y a un an, puis maintenant, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça s'organise, puis les difficultés qu'on rencontre. Et c'est là où je vous disais, il ne faut pas oublier de parler des difficultés. Pourquoi? Parce qu'après, on va parler de la résolution des difficultés et de comment on les a organisées. Si on ne le fait pas, si on ne le fait que en one shot, ça risque de passer par une sorte de corona washing. Ouais, ça y est, on est organisé, on a tout trouvé, etc. Tous ceux qui vous apportent des solutions, là, aujourd'hui, toutes prêtes, toutes faites, c'est presque suspicieux. Donc, on va éviter cette organisation-là et on va plutôt se mettre en mode humble, en mode solidarité, et ça va renvoyer notamment aux questions potentiellement des valeurs. Donc, ces trois courbes qui parlent de la question du temps qui passe, qui parlent du fait que pendant cette crise et toute cette phase que je dessine en vert, là, il va falloir, voilà, toute cette phase-là, c'est bien la phase de crise, opter pour une stratégie de contenu qui va avec la crise. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir, hop là, on va avoir la suite de la courbe. Voilà. Et ça, ce sera la reprise. Et comment on va s'organiser pour préparer la communication de la reprise. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de nos valeurs. Les valeurs, mais surtout les équivalences concrètes des valeurs. C'est quoi une équivalence concrète de valeurs? Je ne sais pas si vous avez le même champ lexical que moi, vous l'appelez probablement autrement, mais c'est qu'est-ce que je fais concrètement? Quand je dis solidarité, ok, notre entreprise, elle est solidaire, elle fait quelque chose. En fait, on fait quoi concrètement pour la solidarité? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que dans le groupe, là, il y a des fans du comment. Voilà, c'est beau toutes ces paroles-là, mais comment on fait concrètement? Et plutôt que de dire nous sommes solidaires et nous faisons ça, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, et plutôt petit bout par petit bout. En quoi ça réinterroge nos valeurs? Est-ce qu'il faut réinterroger la valeur? Et voire même, est-ce que ça réinterroge la raison d'être de la structure? À quoi je sers? La raison d'être, c'est à quoi je sers du point de vue des clients. À quoi je sers vraiment? La plupart du temps, on se trompe avec le métier. On dit, on explique, voilà, à quoi je sers moi en tant qu'agence de com, je produis des outils et des stratégies du conseil en communication. Non, ça c'est juste mon métier. Mais à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi les clients me demandent ça? Et donc d'aller chercher, trouver sa raison d'être, là pour le coup c'est un travail plutôt assez long,
Même si le temps de travail pour trouver sa raison d'être, c'est 4 heures. Hein. C'est un atelier de 4 heures avec un algorithme de post-it qui s'appelle Focal et qui est assez rapide à mettre en œuvre. Il faut bien l'animer et ça permet de trouver une vraie raison d'être qui n'est pas un slogan, qui n'est pas une mission. C'est à quoi je sers du point de vue de mon client ou de mes bénéficiaires. Qu'est-ce qui manquerait au monde si je n'existais pas ? Et là, c'est peut-être le moment d'aller voir est-ce que ma raison d'être, elle est toujours OK ou est-ce qu'il faut que je la revoie ou voire même est-ce que ma structure, elle va être amenée à disparaître. En tout cas, je me rends bien compte aujourd'hui que là, je suis plus essentiel. On me met de côté parce que mon activité, elle est finalement pas si essentielle que ça. Ça serait quoi les essentiels et ainsi de suite. Donc, Aurélien, je peux te poser une petite question à ce stade? Avec grand plaisir. Justement, sur la reprise et la sortie, je vois que tu emploies avec optimisme une tonalité plutôt de la joie. Nous, tel qu'on l'anticipe, c'est plutôt comment tu vas gérer le discours de solidarité au sein d'une entreprise, peut-être chez vous, mais nous, au sein d'un service. Quand tu as des personnes qui étaient extrêmement mobilisées, d'autres qui l'étaient moins, mais qui pouvaient peut-être pas l'être d'ailleurs. Mais enfin bref, chacun a vécu de manière difficile la crise, mais l'a pas vécu de la même intensité. Et voilà, comment tu gères le fait qu'on remet ensemble et on gère cette cohésion à la sortie de la crise? Tu disais tout à l'heure, voilà, on fait groupe, etc. Mais j'ai l'impression que le discours va pas être si évident. Ouais, et tu as vraiment raison de le mentionner, c'est rigolo ce que tu me renvoies de l'optimisme que je renvoie sur la crise, sur l'après-crise, sur la reprise en tout cas, et comment est-ce que chacun apprécie ce qui va se passer après. Dans les comment, j'ai une idée que j'aimerais vous partager qui est la revue appréciative. La revue ou la frise appréciative. Ça, c'est quelque chose qui est en coopération très utilisé, qui est vraiment très pratique. Est-ce qu'il faut l'utiliser dès juin, juillet? Pour ceux qui ont été mis très très en tension avec des équipes disparates, ça vaut le coup. Pour ceux où ce serait assez homogène, c'est-à-dire que tout le monde a continué de plus ou moins de travailler, ou alors tout le monde a dû s'arrêter, ou tout le monde en télétravail, peut-être qu'il faudra, pour ceux-là, ceux pour qui c'est plus homogène, plutôt à la rentrée, voire en fin d'année, et pour les autres plus maintenant. Donc la revue, la frise appréciative, c'est très simple, hein. 2 paperboards allongés, et puis la frise du temps, donc janvier jusqu'à juin ou alors décembre prochain, et avec 3-4 questions que je pourrais vous envoyer après, mais en gros, c'est qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui a été important pour moi. Là, il faudra que je reprenne les questions exactes, parce que la manière dont elles sont formulées, elles sont très précises pour évoquer des sujets qui peuvent être à la fois positifs ou négatifs. Et ça permet à tout le monde, au même moment, dans un temps... Donc ça, c'est plutôt de la com interne. Hein. Là, on est plutôt sur la communication interne. Quoi qu'on pourrait faire une frise appréciative sur le web et à très grande échelle. Mais en interne, c'est l'occasion de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on a vécu. Ah oui, ça a été important pour moi. Ça a été une victoire. Ça a été très compliqué. Je l'ai très mal vécu. Heureusement, après, il s'est passé ça. Et maintenant, on en est là. C'est exactement la courbe, finalement, du storytelling, hein, la courbe d'une histoire telle qu'on les raconte. Mais ça permet, à un moment T, de fusionner, de se mettre tous en cohérence sur ce sujet-là, de créer du commun au niveau de la verbalisation. Même hors temps de crise, je vous invite même à le faire une fois par an, ce temps de frise appréciative. C'est tellement simple à utiliser. Vous pouvez même l'animer vous-même ou la faire animer par des facilitateurs. Et nous, on l'organise pour chacun de nos clients en fin d'année. Ça crée énormément d'informations et de contenu. Sur cette partie-là, sur la reprise, on va avoir la question, justement, de parler des valeurs, en quoi est-ce qu'ils ont été secoués, sur les envies, les intentions, sans trop accentuer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question de qu'est-ce que vous avez envie pour demain, qu'est-ce qui va changer, il y en a plein qui répondent, mais j'en sais rien, je m'en tape, j'ai juste envie qu'il y ait des trucs qui reviennent et que ça refonctionne, parce que c'est trop dur. Donc là, il faut que les personnes aient pu l'exprimer à un moment, et ensuite de tout sécuriser. Comment est-ce qu'on va reprendre? Et quand on va reprendre, tout sera sécurisé par rapport aux inquiétudes
qui se manifeste aujourd'hui. D'où l'intérêt, avant d'avoir été chercher dans notre entourage, quelles sont ces réelles inquiétudes là. Dans mes collaborateurs qui découvrent encore plus le télétravail alors que moi j'étais pas particulièrement fan jusqu'à présent, leur inquiétude c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas envie de rentrer, de retrouver le travail sans télétravail. Voilà, mais pas du tout de se revoir. Par contre, surtout d'être à proximité. Or, dans d'autres entreprises, l'inquiétude va être comment est-ce qu'on est à proximité, comment on partage la cuisine, les toilettes, les bureaux, les poignées, est-ce que ça va générer. Donc, comment on sécurise tout ça? Et c'est vrai qu'en amont, ça va demander un petit peu, là sur la com interne, d'organisation pour sécuriser tout le monde en disant, voilà, on a préparé le terrain. Ça, c'est pour vous sécuriser. Ça, c'est quelques idées, peut-être pour réfléchir, pour avancer demain, des petites choses. Vous les prenez pas, c'est pas grave. Et puis, un endroit pour pouvoir exprimer sa colère. Donc, en termes de com, ça veut dire, à un moment, donc soit c'est dans notre entourage proche de collaborateurs, de collègues et de salariés et de parties prenantes où on leur demande tout simplement, soit là pour le coup ça pourra passer par des questionnaires qui pourront passer en disant voilà où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous agace, et là on va être obligé d'aller chercher du contenu parce que là on n'a pas la solution tout de suite sans le contenu. D'où l'intérêt de mettre en place une stratégie de contenu, c'est-à-dire d'aller auditer, identifier, trouver des axes de comment on va parler, d'essayer, se tromper, ajuster et finaliser sa communication. Vu que tout est nouveau et vu qu'il y a plein de choses qui sont très incertaines, on va être obligé de passer par cette petite phase itérative, cette boucle où on va recommencer pour ajuster avant d'arriver à un enjeu plus fin. Donc, ce qui serait une erreur, ce serait de ne pas respecter les phases, là, en termes de com. Ce serait d'essayer de partir sur une sorte de corona washing, de tout ce qu'il y a de bien, est-ce que ça va changer? Inversement, de tirer les ficelles des peurs, parce qu'on voit ça aussi sur tout ce qu'il y a d'alarmiste qui est généré derrière. Et de laisser imaginer que vous n'avez pas de soucis, parce que ça ne va pas du tout rassurer vos parties constituantes. Donc, il vaut mieux les nommer. Vous allez jouer sur l'humilité et la crédibilité. Et aujourd'hui, en termes de com, là pour le coup de marketing, etc., on ne peut plus communiquer sur on est les meilleurs. On a tout prévu, on est les meilleurs. Donc, il vaut mieux trouver un peu ce côté plus authentique, parler de tout et comment on le fait sans se mettre en risque, sans se mettre en difficulté. Aurélien, c'est Seb, je peux t'interrompre 30 secondes. Parce que moi, il y a un point spécifique que tu es en train de toucher du doigt et qui, moi, m'inquiète. C'est l'épisode qu'on vit est historique, exceptionnel, dramatique par bien des aspects. Et malgré tout, je vois aussi quelque part, notamment sur la pollution, sur des impacts finalement fondamentalement assez positifs aussi, qu'on n'avait pas forcément identifié dès le départ, mais la nature humaine étant ainsi faite, moi j'ai qu'une trouille, c'est que le positif qui pourrait ressortir de cette expérience soit très très vite oublié une fois le retour à la normale, et que finalement les leçons qu'on pourrait en tirer, la résilience humaine faisant que on revient vite aux habitudes, le naturel revient au galop, et les leçons qu'on en tirera sont finalement, on n'en tirera pas tous les bénéfices. Je sais que le terme est forcément mal choisi, mais j'espère que vous comprenez l'idée derrière la maladresse des propos. Du coup, moi j'entends là ce que tu proposes, enfin ce que tu évoques, à la fois il y a les éléments dramatiques, mais il y a aussi tout ce qu'on constate de positif maintenant, mais qui risque de ne pas durer. Du coup, quelle était ta question? C'est pour moi, est-ce que fondamentalement le positif qu'on voit va pas disparaître avec le retour à la normale?
Je suis extrêmement sceptique quant à notre capacité à tirer les leçons du côté dramatique et à faire en sorte que ça ne se reproduise plus, et à l'inverse, faire en sorte qu'on puisse faire perdurer les aspects positifs qu'on a pu voir au travers de cette crise. Ouais, bah, moi, je pourrais te répondre que d'un point de vue, pour le coup, c'est que ma personne, de ce qu'elle pense de là, mais il y a de fortes chances qu'on retombe dans des choses qui étaient exactement comme avant, voire même pendant quelques mois en plus fort, parce qu'il va falloir rattraper ce qui était perdu. Si on continue de fonctionner sur la question du même modèle économique. Vous savez que ce sujet des modèles économiques, c'est mon dada. Et ça fait 6 ans que je travaille dessus. Toutes les entreprises qu'on accompagne sur la transformation de modèles économiques, on parle d'années pour la transformation. Tant mieux, hein. Moi, j'ai vraiment le profond espoir de ce qu'il y a, qu'est-ce qui doit rester demain, à part finalement pouvoir manger, se loger, se divertir, puis surtout l'amour. Et on en est les plus grands représentants dans notre groupe. Mais il y a quoi? Il y a la culture, le divertissement, l'éducation, tout ça qui est essentiel. Et après quoi? Mais finalement, on est tous un peu liés à ces systèmes-là. Est-ce qu'il va y avoir un grand revirement? Moi, je sais pas, chacun ses croyances. Il est urgent de ne rien décider et de ne rien faire. Maintenant, quand je dis ne rien faire, c'est pas vous individuellement par rapport à vos boîtes. Si c'est l'occasion de changer quelque chose parce que vous dites, ben là, on peut le faire et ça vient nous donner l'idée, ben, foncez. Et peut-être qu'il est urgent de commencer à se dire, tiens, si je devais transformer le modèle économique de ma structure par petits bouts, à droite, à gauche, que ce soit de L'Oréal à Allianz, au service public, à l'université, à Orange, je vois Cindy ou toi, ben, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Si vous voulez, je peux vous envoyer un questionnement qui a été envoyé par quelqu'un qui est c'est 6 questions qui sont assez pertinentes. L'article n'est pas top, mais en tout cas, le questionnement qui est qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce que j'aimerais changer, et ainsi de suite. C'est pas tant la réponse aux questions qui m'intéresserait si je vous l'envoyais, mais de savoir qui a vraiment envie de répondre aux questions, qui a vraiment envie de s'y mettre. Mais vraiment, on s'envoie le truc là, et puis on se dit, est-ce qu'on travaille vraiment à la résolution? Parce que là, il y a peut-être des boîtes qui vont s'arrêter à cause de cette histoire-là. Ou alors, il faudrait qu'elles s'arrêtent. D'accord. Mais alors, quelle solution on apporte? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ok, mais quelle solution on apporte sur le fait qu'il n'y ait plus de salariés? Qu'est-ce qu'on propose aux ouvriers, aux salariés, aux dirigeants pour qui ça va arriver? Qu'est-ce qu'on aimerait voir arrêter? Ok. Donc, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on propose pour que ça se remette en œuvre et pour qu'économiquement ce soit viable? Donc la première partie qui est ce que j'ai au fond de moi, ce que j'imagine, ce qui est important, c'est toujours sympa d'en discuter, mais les 5 questions d'après, qu'est-ce que je propose concrètement? Qui a envie vraiment de répondre à ça? Qui s'y met, qui retrousse les manches pour le faire? Là, je ne sais pas. Moi, je passe pas mal de temps à Rennes et en Bretagne et en France pour faire des conférences qui parlent de ça, mais c'est lent. C'est lent. Donc, je sais pas, j'ai répondu à ta question parce que c'était une question qui sortait un peu du cadre de la com, qui est plutôt comment je vois le reste. Je suis un optimiste né et je saurais quoi voir de bon dans tout ça. Et de toute façon, j'aurais envie de m'investir. Et le premier lieu où j'aurais envie de m'investir, c'est mon quartier. C'est-à-dire le vrai lieu qui est le vrai lieu d'action. Voilà. Et puis ensuite, tous les tiers lieux qui existent tout autour. Voilà, vous pouvez reprendre. C'était qui? C'était à Lille, Georgini qui nous avait parlé de ça. Comment se mettre en action, même avec vos proches, vos collègues. Il y a sans doute plein de trucs à faire. Hein.
Donc, si ça vous tente, on pourrait avoir un temps d'échange ce soir ou un autre moment qu'on pourrait refixer en se disant, allez, tiens, ensemble, on va bosser sur la question. Allez, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Il y en a un qui prend une problématique et puis on avance. Bah. Bon. Ouais, Aurélien? Ah merde, ça a coupé. Non, je t'entends. Non, vas-y. Non, moi, un des thèmes sur lesquels on pourrait échanger, notamment par rapport à la courbe, c'est comment est-ce que tu embarques ou comment est-ce que tu te laisses embarquer par des personnes qui ne sont pas positionnées au même endroit dans la courbe. Tu as toujours ceux qui sont en avance de phase et qui voient